Madame, Messieurs, bienvenue à cette émission Qui dit vrai, votre émission de points d'actualité consacrée aujourd'hui au projet de loi de budget, au projet de loi de finances bien sûr, exercice 2020 adopté il y a peu par les députés nationaux au niveau de l'Assemblée nationale. C'est dans ces cadres que nous avons invité sur ce plateau un analyste économique pour apporter son analyse approfondie par rapport à ce budget. Il s'agit là de messieurs Somoué Somoué. C'est avec lui que nous allons échanger sur le budget. Bienvenue dans cette émission. Je vous remercie, Madame Feza. Et comment déjà vous allez? La santé, ça va? La santé est bonne. Comme mon pays se porte bien, moi aussi je me porte bien. Ok, je viens de l'annoncer au début de cette émission que les députés nationaux ont adopté le mercredi dernier le projet de loi de finances exercice 2020. D'abord, d'entrée de jeu, nous voulons quand même la population puisse savoir c'est quoi un budget de l'État. Ah, très bien, ça c'est une très bonne question. Je devrais commencer par vous remercier, Madame Feza, de l'honneur que la RTVS1 me fait ce jour pour recueillir mon point de vue sur cette question très pertinente de notre pays à l'aube ou à l'aune d'un nouveau régime qui aujourd'hui vient d'avoir son premier budget propre. C'est quoi le budget en fait? C'est l'expression chiffrée du programme du gouvernement. C'est la seule façon pour moi de définir le budget. Expression chiffrée du programme. Vous savez que le gouvernement de la République démocratique du Congo a été investi il y a peu, je crois que c'était au mois de septembre passé, sur pied d'un programme très ambitieux que le gouvernement avait élaboré, programme destiné à résoudre les principaux problèmes qui caractérisent notre pays, la marche de notre nation. Des problèmes à caractère politique, des problèmes à caractère économique, des problèmes d'infrastructures de base, des problèmes sociaux, des problèmes de sécurité. Bref, des problèmes qui empêchent notre pays d'être à la fois un État, une nation, et des problèmes qui gênent le bien-être de chaque citoyen et notre bien-être commun. C'est ce programme-là que finalement le gouvernement vient maintenant exprimer en termes chiffrés pour dire voici comment je vais assurer la sécurité des personnes et des biens, voici comment je vais protéger les frontières de notre pays, voici comment je vais résoudre les questions de la santé, les questions de l'éducation, voici comment je vais assurer la connexion ou la connectivité des différentes provinces pour que nous ne soyons plus qu'une seule entité, un seul pays, où nous pouvons communiquer facilement et assurer notre intégration économique. Voici comment je compte maintenant assurer le bien-être de la population. Ce sont ces chiffres-là qu'on rassemble dans un tableau et qu'on appelle budget, avec des assignations précises. Et ce budget donc comprend deux parties comme d'habitude, comme on sait le définir. D'un côté, l'État va nous dire d'où viendront les ressources qu'il va pouvoir affecter pour répondre à ces problèmes. Et de l'autre côté, nous avons l'autre tableau que nous appelons les dépenses, c'est-à-dire l'affectation de ces ressources aux différents besoins de la population ou de la nation. Voilà en bref ce que je peux vous dire comme définition du budget. Définition de budget, après avoir un budget, mais comment le mobiliser pour avoir des liquides en main pour que ces budgets puissent être en mouvement? Oui, maintenant là, il y a trois façons pour l'État de trouver les moyens nécessaires à la réalisation de son programme. Le premier moyen, c'est celui qu'on appelle les ressources propres. Les ressources propres, en fait, c'est quoi? Vous savez, l'État, en un mot, on l'appelle la res publica, d'où est venu le mot république, c'est-à-dire, en français facile, le patrimoine commun. Le Congo est notre patrimoine commun. Chaque citoyen donne ou met dans notre... Nous avons une sorte de panier commun. Nous mettons dans notre panier chacun sa petite contribution pour que le pays marche. C'est ce qu'on appelle l'impôt.
On l'a appelé l'impôt au lieu de contribution parce que par définition, d'après Platon qui nous l'avait conseillé au 4 siècles avant Jésus-Christ, l'État devait confisquer l'excédent de richesse d'un individu qui avait tendance à briser ce qu'on appelait l'égalité entre citoyens et donc l'amitié entre les citoyens. Les inégalités engendrent des conflits, les inégalités engendrent des jalousies, les inégalités engendrent l'inimitié. Alors pour préserver l'amitié entre les citoyens, qui était le principe de vie commune d'après Platon, il fallait créer cette structure, ce bien commun, ce patrimoine commun qu'on a appelé l'État ou la République, qui était doté de pouvoirs pour confisquer à ceux dont les dons naturels assuraient une certaine efficacité plus accentuée que celle des autres. Et c'est cette partie confisquée qu'on appelait l'impôt, parce que impôt, ça veut dire l'État s'impose. L'État s'impose sur vous et vous arrache de force ce qui vous revient. Parce que vous savez, les gens résistent toujours. Ça, c'est la première source. Et on appelle ça ressources propres de l'État. Ça appartient à l'État. C'est notre contribution de chaque citoyen pour revendiquer notre citoyenneté. Je dois me reconnaître dans ce que l'État utilise pour dire, moi j'ai donné ma part à l'État, ma contribution pour qu'il existe des routes, pour qu'on construise des écoles, pour qu'il y ait des hôpitaux, pour défendre le territoire national. Comme tout le monde ne peut pas aller au front, chacun de chez lui dit, voilà, voici ma part, en espèces. Une autre source de l'État qui est aussi la propriété de l'État, c'est ce qu'on a appelé le seigneuriage. Le seigneuriage, pourquoi? C'est-à-dire le droit du seigneur. L'État s'impose. L'État, c'est le seigneur, comme à l'époque. Le seigneuriage, c'est le droit que l'État prélève de son pouvoir régalien de battre la monnaie. Parce que pour qu'il y ait échange entre les citoyens, il a fallu qu'il y ait un bien commun qui sert d'étalon des valeurs et donc aussi d'instrument d'échange, d'instrument de paiement qu'on a appelé la monnaie. Et on a convenu que seul l'État pouvait battre monnaie. Et l'État, en battant monnaie, à l'époque, au départ, il faisait en sorte que la valeur qui est inscrite sur la pièce de monnaie n'exprime pas exactement la quantité d'or ou d'argent qu'on utilisait pour la fabriquer. La valeur avait tendance à être, je peux dire supérieure au véritable contenu en or ou en espèces. Cette différence entre la valeur intrinsèque de la monnaie et sa valeur nominale, c'est ça qui constitue au départ le seigneuriage. Aujourd'hui, ce ne sont plus des pièces, ce sont des billets de banque. Et l'État conserve son droit de battre monnaie à partir de cette différence également, et qu'on appelle le seigneuriage. Et le seigneuriage, c'est une des grandes sources de financement de l'État. Ah, d'ailleurs, les banques centrales, la première banque centrale, qui est la Banque d'Angleterre, fut créée en 1794, si ma mémoire est bonne, pour permettre à l'État de disposer des moyens de ce droit de seigneuriage afin de faire la guerre contre la France. La première banque centrale a été créée comme instrument de l'État pour vaincre la France, pour se battre contre la France. Et par quoi? Par le seigneuriage. C'est-à-dire les billets émis par la banque, les banques prélèvent, l'État prélève plutôt la différence entre la valeur faciale et la valeur intrinsèque. Et cette différence, l'État s'en sert comme ressource propre. C'est une deuxième source de financement de l'État. La troisième source, c'est l'emprunt. Ça, ce n'est pas une source propre, c'est l'emprunt. Et l'emprunt peut être intérieur ou extérieur. On peut emprunter à l'intérieur, c'est-à-dire l'État recourt aux agents économiques, ménages, entreprises, qui disposent d'une épargne excédentaire. De toute façon, l'épargne, c'est l'épargne excédentaire, ça n'existe pas. Qui disposent d'une épargne oisive, dont l'État dit se servir pour financer ses projets. Au lieu que les gens thésaurisent de l'argent, l'État dit prêtez-moi, parce que j'ai des affectations à faire. L'État peut recourir aux entreprises qui ont une trésorerie excédentaire par rapport à leurs besoins pour dire prêtez-moi. Et l'État emprunte à l'intérieur du pays. Si l'épargne intérieure suffit. Si l'épargne intérieure ne suffit pas, étant donné le niveau de l'activité économique génératrice de ses revenus, alors l'État recourt à l'emprunt extérieur. Et c'est comme ça que vous avez des emprunts
bilatéraux, c'est-à-dire auprès des autres États, multilatéraux, ça veut dire au niveau des institutions internationales, mais on peut aussi recourir à l'emprunt auprès des entreprises. Aujourd'hui, avec la mondialisation, avec la globalisation financière, avec le développement des marchés financiers, vous avez des particuliers et des entreprises privées qui sont de loin plus riches que les États. L'État peut recourir à eux également parce qu'ils ont naturellement des ressources oisives qui cherchent des placements générateurs de profits. Alors l'État peut recourir à eux également. Voilà les trois sources de financement, les impôts et le seigneuriage comme ressources propres, et puis les emprunts intérieurs, les emprunts extérieurs comme ressources des tiers. Mais dans le contexte de la RDC, est-ce que nous avons tous ce moyen-là qui est de recourir? Oui, mais là, à ce moment-là, il n'y a rien qui vous interdit de disposer de recourir aux trois moyens. L'État qui gère a la possibilité de décider de recourir à tous les trois moyens ou de choisir parmi les trois moyens lequel lui est le plus accessible en fonction des besoins contenus dans son programme économique. Le problème pour l'État, c'est de réaliser son programme. Parce que quand vous avez promis aux Congolais, vous avez promis aux citoyens, ou que ce soit au niveau de la campagne électorale du chef de l'État ou au niveau du programme économique du gouvernement, il y a eu des promesses faites à la nation. Et ces promesses faites à la nation vous obligent d'aller chercher des moyens pour les réaliser. À ce moment-là, vous allez voir si les impôts suffisent, eh bien, vous y allez. Si les impôts ne sont pas suffisants, vous recourez aux deux autres sources qui sont le seigneuriage et l'emprunt. De toutes les façons, les trois marchent toujours ensemble. On a toujours besoin d'emprunter là où les impôts même existent, et on a toujours besoin du seigneuriage. Quand vous prenez un pays comme les États-Unis d'Amérique, mais ces revenus en termes de seigneuriage sont énormes. Et ces revenus en termes d'impôts sont également énormes. Et ces revenus aussi d'emprunt sont énormes. Les États-Unis d'Amérique sont le pays le plus endetté du monde. Et pourtant, il a le budget aussi le plus important du monde. Donc les trois revenus. Et vous savez, pour le seigneuriage, les États-Unis d'Amérique ont la planche à billets qui tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 de la semaine. Donc sur toute l'année, les États-Unis d'Amérique produisent de l'argent, impriment de la monnaie sans s'arrêter une seule seconde. Toute la journée, 24 heures sur 24. J'ai visité les usines de production de billets de banque aux États-Unis. Ça existe, c'est visible, vous pouvez le voir. C'est-à-dire parce que les États-Unis ont besoin de quoi? Ils ont besoin du seigneuriage. Et puis en même temps, ils empruntent, ils ont des problèmes avec la Chine, parce qu'ils empruntent énormément sur le marché financier. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'emprunter, ils ont besoin de l'argent. En même temps, un citoyen américain qui n'a pas payé l'impôt, il a honte de lui-même. C'est un problème. Donc ça veut dire que les impôts là-bas sont sérieux. Et c'est vous dire que, voilà pourquoi le pays, il est ce qu'il est. Il recourt abondamment à toutes les trois sources de financement de son budget. Et aujourd'hui, parlons un peu de ce budget de 10 milliards que consacre aujourd'hui le gouvernement Inukiamba. Déjà le mercredi, on a voté, on a jugé recevable ce budget par les députés nationaux. Selon vous, ce budget est-il réaliste par rapport au contexte économique de notre pays? Non. Ce budget ne peut pas être réaliste parce qu'il ne dit pas la vérité. Le budget devrait dire la vérité. Vous comprenez, madame? Le budget est lui-même aussi un instrument de vérité. Il devrait dire la vérité par rapport au programme du gouvernement. Tout le monde a lu le programme du gouvernement avec ses 15 piliers, si ma mémoire est bonne. Est-ce que ces 10 milliards sont-ils adéquats? Répondent-ils aux 15 piliers du gouvernement? Je vous dis non. Est-ce que les 10 milliards vont-ils rencontrer les promesses du chef de l'État lors de sa campagne? Je dis également non. Donc le budget ne dit pas la vérité par rapport au programme du gouvernement et par rapport au discours du chef de l'État. Donc quelque part, il y a un mensonge. Donc à ce moment-là, il n'est pas vrai. Donc réaliste suppose qu'il y a d'abord un minimum de réalité, c'est-à-dire un minimum de vérité. Le budget ne dit pas non plus la vérité par rapport aux capacités de mobilisation des ressources, comme je viens de le dire. Le budget ne dit pas, n'utilise pas toutes ces capacités de mobilisation de l'impôt. Parce que nous sommes quand même 90 millions d'habitants. Je donne un exemple, madame. Un tout petit exemple. Imaginez un pays comme le Luxembourg, qui entre 5 fois du point de vue de la superficie dans la seule ville de Kinshasa, 2000 km². Moins de 600 000 habitants, le Luxembourg. Il a un budget à peu près de 30 milliards de dollars. Comment 600 000 personnes, moins de 600 000 personnes, peuvent mobiliser un budget
de 30 milliards, là où 90 millions d'habitants ne peuvent pas atteindre même les 10 milliards qui sont hypothétiques. Donc ça veut dire que l'État ne mobilise pas suffisamment d'impôts. Je parlais des individus, des particuliers, des ménages. Je pouvais parler la même chose à propos des entreprises. Le Luxembourg a quelle entreprise minière? Nous avons des multinationales minières qui exploitent le cuivre, le cobalt, le coltan, l'étain sur notre territoire. Nous avons des multinationales qui sont venues cueillir de l'or chez nous comme on cueille des fourmis. Et par rapport à tout ça, mais l'État, où est-il? Vous savez, dans les années 70 et même une partie des années 80, même 80, la GECAMINE à elle seule comme entreprise minière pourvoyait au budget de l'État pour au moins 65% chaque année. 65%. Et avec ce budget-là, où la GECAMINE était de 65%, l'État congolais était capable de payer la bourse d'études aux étudiants que nous étions. Et plus que la bourse d'études, l'État congolais venait même nous payer, nous donner à manger à l'université. Les universitaires étaient nourris ici de mon temps. On avait la nourriture 2 fois par jour aux frais de l'État, avec un budget de moins de 100 millions de dollars, avec comme unique entreprise minière ou presque unique la GECAMINE, 65%. Mais aujourd'hui, avec plus de 200 entreprises qui se sont partagées la GECAMINE comme des charognards, aujourd'hui, on a quelle contribution dans le budget de l'État? Presque rien. La capacité de l'État de mobiliser l'impôt est également insignifiante. Et le seigneuriage, n'en parlons pas. Dès que vous dites à l'État le seigneuriage, il vous dit la planche à billets hyperinflation. Mais on vous dit les États-Unis d'Amérique tournent la planche à billets 24 heures sur 24. Ils mobilisent du seigneuriage à gogo, y compris, ils prélèvent même du seigneuriage sur l'économie congolaise. Parce que comme notre économie est excessivement dollarisée, mais les États-Unis d'Amérique continuent à bouffer le seigneuriage sur la monnaie qui circule au Congo. Vous comprenez? La Chine imprime son yuan à longueur de journée. Et c'est pour ça que la Chine s'organise d'ailleurs pour que sa monnaie reste toujours une monnaie faible. Parce qu'elle doit prélever abondamment du seigneuriage et dégager suffisamment de revenus pour l'État au point que la Chine est surliquide et finance l'économie mondiale, prête au monde entier. Elle est disposée à prêter aux États-Unis d'Amérique en termes de milliers de milliards de dollars. Donc, de ce point de vue-là également, c'est d'abord du point de vue, comme j'ai dit, des programmes du gouvernement, des chefs de l'État, le budget n'est pas réaliste, c'est du point de vue du potentiel économique et de la vocation budgétaire même. Le budget n'est pas réaliste, bref, le budget chez nous reste un simple symbole, une simple formalité qui n'a absolument aucune signification économique. Aucune. Mais selon vous, à quel niveau les députés nationaux ont failli en recevant, en jugeant ce budget recevable au niveau de l'Assemblée nationale? Ils ont d'abord failli au niveau de la compréhension du concept d'État. Et quelle est la nature de notre État? Est-ce que les députés nationaux comprennent ce que c'est qu'un État? Parce que le budget, c'est l'instrument de l'État. Les députés nationaux devraient savoir quel est le rôle d'un État dans un pays. À quoi sert l'État? Quels sont les pouvoirs d'État? Est-ce que notre État... Regardez madame, on vient de faire la reddition des comptes 2018. Et j'entends dire, je ne l'ai pas lu personnellement, mais j'entends dire de partout que, voilà, 2018, le gouvernement a détourné 650 millions de dollars d'un thème de l'année 2018. Mais le gouvernement, c'est qui? Ce sont des individus. Est-ce que ces individus-là n'ont-ils pas remplacé l'État? Et vous savez, j'ai souvent dit, quand je parle de la nature de l'État... Au moment où la RDC est à la quête d'aller demander ça et là... Au moment où on voit des emprunts de 150... Voilà, même pas 150. Nous avons vu ici... La RDC est presque toute heureuse du fait que l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique a signé avec des officiels congolais un bout de papier sur lequel il s'engageait à donner, à soutenir, je crois, le changement de mentalité, le progrès de mentalité, avec 10 millions de dollars. Mais c'était un événement pour les officiels congolais. Nous avons vu le chef de l'État à Paris saluer avec énormément d'enthousiasme le don de 15 millions d'euros du président français pour le soutien de la gratuité de l'enseignement. En fait,
les individus détournent de l'argent dans ce pays. Il n'y a pas que les 650 millions de dollars. Il y a récemment les 15 millions de dollars qui ont disparu dans les affaires des pétroliers. Il y a des marchés bidons qu'on conclut à longueur de journée où on attribue à une entreprise comme ça 57 millions sans passer par les appels d'offres. Il y a tout un tas de mécanismes de détournement, de corruption installés dans ce pays. Est-ce que ça c'est un État ça? Est-ce que ça c'est un État avec déjà à partir des mécanismes d'impunité et à partir d'une corruption excessive à ce point-là? C'est vrai que la corruption existe dans tous les pays du monde, mais au point où nous en sommes au Congo, ça doit inquiéter pour se demander est-ce que les instances étatiques fonctionnent? Est-ce qu'elles existent? Et la justice aussi. Hein? Est-ce que notre justice est à la hauteur des défis d'un État? Parce que l'État a besoin de se faire craindre, de se faire respecter. Vous savez, même l'État romain avec des empereurs comme Caligula. C'est la justice qui fait ce travail. Je me souviens des empereurs romains, je crois que c'était Néron César ou Caligula, je ne sais plus lequel, qui disait « Je préfère qu'ils me haïssent, mais pourvu qu'ils me craignent. » Parce qu'il faut réhabiliter ce qu'on appelle l'autorité de l'État. Aujourd'hui, madame, je vois dans la rue des militants des partis politiques se comporter comme dans une jungle. Des militants de partis politiques partent pas sur tous les réseaux sociaux, ils passent dans la rue, ils font des meetings, ils insultent des officiels, ils insultent des citoyens à longueur de journée, comme s'il n'y avait aucune justice. Est-ce que nous sommes encore un État? Ça, c'est un problème. Les députés nationaux, qu'est-ce qu'ils disent de tout ça? Qu'est-ce qu'ils disent de tout ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce qu'ils comprennent qu'eux-mêmes sont des représentants du peuple? Quel rapport ils vont donner à leur peuple par rapport à la misère qui frappe ce peuple aujourd'hui? Quel discours ils vont tenir quand ils tiennent des campagnes? Ces gens, quand ils ont été élus députés nationaux, c'était sur base de quel discours? Certains sur base de cuillères, des haricots, certains sur base, je sais pas moi, des képis, des polos, des t-shirts, etc. Est-ce qu'ils ont compris le sens de l'État? C'est déjà ça un problème. Je ne m'attaque pas à l'Assemblée nationale pour dire qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, mais il y en a quand même qui ne comprennent pas. Beaucoup d'ailleurs pour la plupart. Et trop peu comprennent effectivement ce qu'est l'État, parce qu'ils sont là, ils le disent eux-mêmes. Et c'est une question de majorité, opposition. C'est ça le Parlement que nous avons. C'est un problème sérieux qui divise l'État. Il n'y a que ça. Alors ces hommes-là... Les Congolais aujourd'hui, exactement, même le gouvernement. Exactement, c'est ça que je dis. Que vaut l'État dans une Assemblée nationale qui est divisée entre opposition et majorité? Que vaut l'État? À quoi même ça sert? Tout ce qui compte dans ce pays, ce sont des partis politiques. C'est la majorité, c'est l'opposition. Point barre. Aujourd'hui, si le chef de l'État commet une erreur, parce que c'est un être humain, et que vous récupérez son erreur pour dire « Monsieur le Président, ce n'est pas ça, il fallait faire ceci, il fallait dire cela », mais vous allez avoir toute la base qui va se déferler sur vous. Parce que tout ce que le chef de l'État a dit, ça ne doit être que ça. Et qui défend de ça, c'est sa base. Aujourd'hui, on est chef de l'État, au lieu d'être chef de l'État d'un pays, d'une nation comme le Congo, mais vous avez des gens qui vous revendiquent comme étant leur propriété à eux. Mais là, ça ne va pas. Donc, on a perverti le concept de l'État. C'est tout ça le problème qu'on a. Alors, quand un programme du gouvernement vient à l'Assemblée nationale, on ne vote pas le programme en fonction des problèmes vrais qui se posent. On vote le programme en fonction de ce Premier ministre-là, il vient d'où? Il est de quelle ethnie? Il est de quelle tribu? Il est de quelle composante? Et c'est nous qui sommes majoritaires, on applaudit, ça passe, un point barre, c'est terminé. Voilà le problème, ça part de là. C'est là où les députés nationaux ont failli. C'est-à-dire, ils ont trahi le concept d'État. Si vous connaissez le concept d'État, ils comprendraient qu'un pays comme le Congo, qui est en guerre en permanence depuis une vingtaine d'années, un pays comme le Congo où l'insécurité bat le plein avec des velléités de sécession, des Bundu de Congo à gauche, des Kamwana Sapo à droite, les Bakatakatanga, tout ça, les ADF. Mais les parlementaires devraient comprendre qu'on ne peut pas s'amuser avec l'État, avec toutes ces velléités-là. Et comment lutter contre ces gens-là? Mais il faut avoir des moyens. Il faut avoir une armée. Une armée doit être équipée. Quel est le budget de la défense nationale? Combien d'hommes avons-nous pour faire le front contre tout ça? Combien d'hommes? Il faut les recruter. Nous sommes 90 millions d'habitants. Qu'est-ce qui manque à l'État congolais pour avoir 1 million de militaires? Ils vont vous dire question des moyens. Mais alors, quel effort le gouvernement fait-il pour mobiliser des moyens et donner à ce pays les ressources dont il a besoin pour la paix, pour la sécurité, pour le bien-être,
pour la bonne éducation, pour la bonne santé. Aucun effort. Et on applaudit. C'est là le problème. 10 milliards de dollars, madame, je perds les signes, c'est insignifiant. 10 milliards, c'est chétif. Par rapport à l'immensité de la RDC, et vous êtes aussi un expert en matière économique, aujourd'hui la RDC peut être à la hauteur de mobiliser combien, un budget de combien de milliards? Madame, avant que moi je ne vous donne mon point de vue, je voudrais vous rappeler d'abord ce qui a déjà été dit par des officiels, parce que je ne suis pas un officiel. Le premier des officiels, c'est le chef de l'État. Il a dit, comme on dit, pince sans rire, il a dit que le budget qui est là, qu'il a trouvé en place, de 7 milliards, 6 milliards, 5 milliards, 600 d'ailleurs, ne représentait même pas 25% de ce que devrait être effectivement notre budget si on était réaliste. C'est-à-dire, si je suis ce discours du chef de l'État, notre budget devrait être égal à celui du Luxembourg, entre 25 et 30 milliards de dollars. C'est lui qui le dit. On a connu ici, il y a 4 ans, du temps de Matata Ponyo comme Premier ministre, il y a eu un atelier sur le coulage des recettes avec le professeur Daniel Samba, Moukoko Samba, qui était le Premier ministre et ministre du budget. Il avait organisé un atelier sur le coulage des recettes qui avait abouti à des conclusions du genre plus de 30 milliards de dollars s'évaporent dans la nature. Déjà mobilisés. Ça va où? Dans la nature. Et puis, nous avons connu dans ce pays un chargé de la lutte contre la corruption, Luzolo Bambi, qui a sorti des dossiers comme quoi plus de 15 milliards de dollars de notre budget s'évaporaient du compte du trésor public. Donc, si on devait suivre rien que ce discours-là, qui n'est pas un discours qui a pénétré toutes les... qui ne tient pas compte des réformes économiques, et qui ne tient pas compte de la restructuration profonde, qui ne tient pas compte de l'ambition de, comment je dirais, de la rupture avec le système ancien, nous avons déjà en moyenne un budget de 30 milliards de dollars qu'on devrait avoir dans ce pays, sur base du système en place. Mais si on devait maintenant appliquer ce que je vous ai donné comme définition du budget au départ, comme source de financement du budget, si on devait les exploiter à fond, sincèrement, le Congo ne manquerait pas un budget de 300 milliards de dollars par an. Il ne manquerait pas. Pourquoi je le dis? Déjà, l'Afrique du Sud a 350 milliards de dollars. Les gens vont dire que, mais qu'est-ce que ce monsieur est en train de dire? 300 millions de dollars? Mais si au avec moins... quel mécanisme? Madame, je rappelle qu'en 1960, les Sud-Africains étaient sous-développés par rapport au Congo. Tout le monde le sait, tout le monde le dit. En 1960, la Corée du Sud avait le même niveau que la RD Congo. Mais aujourd'hui, le budget de l'Afrique du Sud est de 350 milliards de dollars à peu près. Pourquoi nous, le Congo, ne peut pas avoir 350 milliards de dollars si on applique la même discipline? Si on exploite les mêmes sources du budget, comme je l'ai dit, pourquoi on ne peut pas y parvenir? Je dis simplement, c'est théorique. C'est théorique, c'est vrai. Je dis, si on le fait, nous y arriverons. Nous pouvons y arriver. Et ce n'est pas 300 milliards sur 5 ans, sur 10 ans. C'est 300 milliards par an. Si les réformes sérieuses sont entreprises. Mais pour y arriver, qu'est-ce qu'il faut? Moi, je dis au départ, première étape pour y arriver. Ça, c'est dans le contexte de la RDC. Je suis en RDC. La première chose pour y arriver, parce que je suis un apôtre du changement. Moi, j'ai appelé le changement de tous mes voeux. Ceux qui me connaissent... C'est toujours combattu. Oui. C'est mal compris. Madame Feza, on n'a pas commencé les émissions avec vous aujourd'hui, vous le savez. Et du temps de Joseph Kabila, j'ai critiqué, même si aujourd'hui, parfois, on arrive à me coller une étiquette que je ne porte pas, celui du FCC, je n'en suis pas membre. Je n'ai jamais été militant d'un parti politique. J'ai toujours dit, depuis le temps de Joseph Kabila, qu'il faut commencer par organiser l'économie nationale. Pas l'organiser, la créer et l'organiser. Le temps de la créer nous demande d'accorder d'abord aux PME congolaises une amnistie fiscale d'au moins 1 année. Accordons une amnistie fiscale parce qu'après tout, l'État ne perd rien à partir du moment où déjà sa mobilisation des recettes est insignifiante. Même si on dit payer 0 impôt. Mais les peu qu'ils gagnent là, ça partira encore. Mais non, mais madame, je vous ai donné 3 sources de financement d'un budget. Donc on met en pratique on peut repérer, on peut recourir. On peut d'abord oublier les impôts et s'appuyer sur le seigneuriage et sur les emprunts. Parce qu'en termes d'emprunts, nous avons
tout ce que le monde entier convoite comme garantie. Pour qu'on vous prête de l'argent sur les marchés financiers, on ne vous demande qu'une chose, la garantie. Et le Congo a comme garantie la source de vie. Parce que même l'air que le monde respire, j'ai l'impression qu'on l'emprunte au Congo. En réalité, c'est ça, parce que c'est nous qui faisons respirer le monde entier. On disait la forêt équatoriale. Aujourd'hui, on est allé au-delà de la forêt équatoriale, on parle de la tourbière qui est dans la forêt équatoriale. C'est-à-dire qu'il fait plus que les arbres verts. La tourbière fait déjà beaucoup plus. Mais elle fait respirer le monde entier. Nous avons une garantie énorme. Nous avons des garanties en termes de concessions minières, en termes de concessions, etc. Nous en avons que le monde entier convoite. Pour lesquels d'ailleurs. Qu'est-ce qui fait que la RDC ne puisse pas s'approprier de toutes ces ressources et l'essayer un peu de la mettre en pratique? La politique. Et de l'exploiter également. L'existence de l'État, l'absence de l'État. Il n'y a que ça. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'État lui-même est ignorant de ce qui l'entoure? Non, non, c'est-à-dire, vous savez madame, on a toujours parlé dans ce pays de la refondation de l'État. Ça veut dire que tout le monde, tous les politiciens qui bavardent là, comme moi maintenant aujourd'hui à la télévision, savent très bien que notre État est un État factice. C'est un État frivole, tout le monde le sait. La preuve est qu'il n'y a pas dans ce pays ici, un gouvernement qui s'est mis en place sans lorgner l'étranger comme premier objectif. La preuve est là, même le chef de l'État qui est en place aujourd'hui. Mais il passe plus de temps à l'étranger qu'au Congo. Or, il a l'argent ici au Congo. Ben, bien sûr. Et l'étranger est en train d'envier. Parce que en réalité, c'est comme si notre État n'était en fait comment que je peux dire, le terme m'a échappé, j'allais dire comme une excroissance de la communauté internationale. Et c'est ça le Congo malheureusement, on dirait une simple excroissance de la communauté internationale. Donc le véritable corps, c'est celui-là à l'étranger. Et nous autres, les citoyens congolais, nous sommes des êtres, on dirait des êtres sans substance. Parce que nous ne payons même pas l'impôt. Parce que rien qu'avec 90, je vous ai donné le cas d'un pays qui n'a que 600 000 habitants et qui a un budget de 30 milliards de $, 3 fois le budget de la RD Congo, le meilleur budget de la RD Congo. Mais nous sommes 90 millions d'habitants, vous vous rendez compte? Les 10 milliards de $ ne suffisent même pas pour la ville de Kinshasa. La preuve est que le Congo-Brazzaville, ici avec ses 4 millions d'habitants, a un budget supérieur à celui de la RD Congo. Et c'est un problème ça. Donc il faut refonder l'État. Et refonder l'État, ça veut dire qu'il faut que l'État comprenne que je dois d'abord exister avant d'appliquer des mesures aux gratuités de l'enseignement, aux décentralisations, je sais pas quoi, toutes ces mesures qui sont dans la Constitution. C'est l'idéal. Mais ça pouvait prendre corps, sans heurts et pour le bonheur de tout le monde, si l'État lui-même existait déjà avec ces capacités-là. Mais l'État va prendre des mesures au-delà de ses moyens. Mais pour aller commencer à tendre la main à l'étranger, nous serons indéfiniment un État soumis, un État au service des intérêts étrangers. Parce que quand l'étranger vous donne, il y a plusieurs conditions. Ah oui, non seulement des conditions, on sait déjà que la main qui donne, on te déchire de la main qui reçoit. Voilà. Mais parlons un peu, restons toujours dans ce budget pour parler de cette gratuité de l'enseignement qui a essayé un peu de créer un peu de grève ça et là au niveau des écoles conventionnées. Aujourd'hui, ce budget consacre plus de 11,3% de son budget à l'éducation. Est-ce que on ne peut pas dire quand même que ce sont des avancées quand même par rapport aux années antérieures? Oui, mais bon, moi, je sais, madame, quand on dit que ce sont des avancées... Malgré ces maudits budgets. Un État ne fonctionne pas comme pour dire, faisons ceci faute de mieux. L'État doit mettre en place les meilleures mesures, parce que l'État est supposé fonctionner avec les meilleures personnes, les meilleurs d'entre nous. Ce sont ceux-là qui devraient nous guider, sincèrement. La gratuité de l'enseignement n'est pas une mauvaise mesure en soi. La preuve est qu'elle est constitutionnelle. Mais comme je disais, si elle n'a pas été appliquée totalement depuis qu'on l'avait envisagé en 2006, qu'on l'avait souhaité, c'est parce que l'État n'en a toujours pas eu les moyens. Aujourd'hui, l'État dit qu'on a un budget qui est 11%. Bon, si ces 11% étaient suffisants, mais que fait le chef de l'État
à la Banque mondiale pour demander 1 milliard, etc. Ça veut dire que nous n'avons pas les moyens. C'est connu, non? Je me dis, il ne faut pas qu'on confonde la vitesse avec la précipitation. Nous avons besoin dans ce pays d'aller étape par étape. Première étape, construisons d'abord l'État avec ses institutions dignes et efficaces. Aujourd'hui, moi je me dis, quand on parle de la construction de la reconstruction, de la refondation de l'État, je vois d'abord, moi personnellement, le fonctionnement de la justice. Il faut qu'il y ait une justice dans ce pays. Pour donner de la valeur à chaque être, à chaque citoyen congolais. Aujourd'hui, même quand vous commettez une petite erreur dans votre quartier, que la police nationale vient s'occuper de vous, là où elle vous amène pour vous entendre, ce qui n'est même pas un cachot, c'est déjà presque un enfer. Quand vous comparez les bureaux de notre police, qui sont des conteneurs déchirés, quand vous les comparez aux bureaux de police des autres pays, ça vous fait déjà une image trop maigre de notre État. Quand vous voyez le comportement de nos policiers sur la route, nos roulages et autres, ça vous donne une image trop noire de notre État. Refondons l'État. Donnons-lui des institutions viables, sérieuses. Choisissons les meilleurs d'entre nous pour leur confier les charges de l'État. Ce n'est pas n'importe qui devrait être un policier, ce n'est pas n'importe qui peut être un militaire, ce n'est pas n'importe qui peut être un enseignant. Même un professeur d'université, ça ne doit pas être un vendeur de syllabus, un commerçant. Non, c'est de la noblesse. Choisissons les meilleurs d'entre nous. Vous ramassez des vendeurs de cacahuètes, vous en faites des enseignants de l'école. Et puis après, vous dites gratuité de l'enseignement. Mais ce vendeur-là, quelle éducation va donner à vos enfants, même quand c'est gratuit? J'ai donné l'exemple moi, je suis fils d'un enseignant. Et moi-même, j'ai été un enseignant pendant des années. J'ai enseigné à l'école secondaire, j'ai enseigné à l'université jusqu'au 3e cycle. Je suis moi-même un enseignant. Je suis exigeant à l'égard de moi-même, au départ. Je n'ai jamais vendu un syllabus. Jamais. Même pas des assistants? Je n'ai jamais vendu des syllabus. Je vous ai dit, j'ai donné mon cours au 3e cycle de l'université de Kinshasa, au GPE. Je n'ai jamais vendu un syllabus. Jamais de la vie. Et comment est-ce que vous vivez? Non, écoutez madame, je suis fils d'un enseignant, comme je vous ai dit, je suis fils d'un enseignant. Mon père était enseignant à l'école primaire. Donc parce vous combattez tous ces lui-même était imprimérien. Ce sont des antivaleurs. C'est pas normal. C'est pas sérieux. Et vous voyez un professeur qui vend des syllabus aux étudiants qui ne sont même pas encore officiellement étudiants à l'université. Parce qu'ils n'ont même pas encore payé les minervales. Ils ne sont même pas encore officiellement inscrits. La liste définitive n'est même pas encore sortie. Vous commencez à vendre des syllabus. Vous dites, demain il y aura interrogation. Mes conditions à acheter mon syllabus. Vous êtes un escroc à la limite. Mais il faut un État pour mettre fin à ce genre de truc. La gratuité de l'enseignement, ça veut dire quoi? Avec des enseignants pourris comme ça. Ça va nous rapporter quoi? Rien du tout. Est-ce que c'est ça le problème qui a perturbé notre système éducatif? Non. Il y a le culte d'argent qui s'en est mêlé. Il y a la misère générale, il y a la défaillance et la démission de l'État devant ses responsabilités. Nous disons, l'État devrait commencer d'abord par se corriger lui-même, se prendre en charge lui-même, corriger ses mécanismes de fonctionnement, sanctionner. Et moi j'attends aujourd'hui, pour montrer que l'État doit donner des signaux forts, il faut qu'on entende aujourd'hui que par rapport au dossier de 15 millions de dollars de pétroliers, il faut qu'on sente que quelque part, il y a une justice qui a commencé à fonctionner. Par rapport aux 650 millions de dollars détournés par le gouvernement. Il a déjà répondu à cette question, à cette préoccupation. Il a déjà répondu. C'est de la rétrocommission qui est chez nous qui n'est pas condamnable. Et vous voyez, Madame Feza, déjà là, c'est un problème. Et là, je crois que le chef de l'État aussi a un problème avec ses conseillers en communication. Vous allez demander aux investisseurs étrangers de venir dans votre pays. Et vous leur dites sur leur propre territoire que ce qui est légal chez vous, ce qui est illégal chez vous est légal chez moi. Ils ne viendront pas. Parce que vous leur faites peur. Ils savent que dans votre pays, c'est la corruption qui trône. Et vous leur dites officiellement que non, la rétrocommission, chez nous, c'est légal. Mais ces gens, ils vont réfléchir 4 fois avant de venir. Hein. Ça, disons les choses telles qu'elles sont. C'est déjà un problème. Alors, qu'est-ce que nous voulons faire de notre pays? Le chef de l'État nous a promis des changements. Il ne devrait même pas prendre de position par rapport au dossier de 15 millions de dollars comme on l'a entendu. Il aurait dû dire simplement, comme il a dit d'ailleurs à certains endroits, même dans la même interview, je laisse à la justice. Et que la justice sente que le chef de l'État lui donne le pouvoir d'agir.
Mais réhabilitons notre justice. Nous avons des juristes. Ils existent. Laissons-les faire leur travail. Et sur le plan économique, créons d'abord une économie nationale. Renversons le système actuel qui est un système colonial. Les structures en place ont été bâties pour faciliter la colonisation, l'extraversion de notre économie. Renversons ces structures, mettons maintenant des structures qui assurent l'intégration de l'économie nationale pour créer un marché intérieur plus grand et plus puissant que le marché mondial, que notre marché mondial. Notre marché intérieur doit être plus grand. Il faudrait que nos exportations, nos importations ne représentent qu'une infime portion de notre activité intérieure. Mais ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas normal. Nous avons des ressources naturelles qu'on doit mettre en valeur. Pourquoi on ne le fait pas? Nous devons mettre en place un système financier et bancaire, un système monétaire qui se préoccupe de l'économie nationale, de la construction de l'économie nationale. Aujourd'hui, à quoi sert la Banque centrale pour les citoyens congolais? Et aller à l'intérieur dans la province de Lomami, ma province d'origine, c'est la même chose dans toutes les autres provinces. Je vois des enseignants qui quittent l'école pour venir attendre un véhicule de la banque qui doit passer par là pour payer leur salaire, la bancarisation. Ils font 3 semaines dans un centre pour attendre ce véhicule-là. Et pendant les 3 semaines, les enfants font quoi? Et vous avez décrété la gratuité de l'enseignement. Ça nous amène où? Pourquoi il n'y a pas une agence bancaire tout près dans ces villages-là? C'est ça qu'il faut régler comme problème d'avance. Vous avez donné l'enseignement gratuit, mais en temps les élèves n'étudient pas. Les anciens ne sont pas en grève. Ils attendent leur salaire dans un centre situé quelque part à 80 km de leur école. Ils n'enseignent pas. Vous ne payez pour rien. Monsieur Somoui, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, comme me signalent les techniciens. Un autre mot ajouté par rapport à tout ce que vous venez de dire? Parce que nous parlons du budget, je disais toujours qu'un État ne marche qu'avec ses 2 béquilles. Le budget d'un côté et la monnaie de l'autre. C'est pour ça qu'en économie, la politique économique par excellence, c'est celle de régulation conjoncturelle qui ne se sert que de ces 2 instruments, le solde budgétaire et la politique monétaire. Donc il faut respecter le budget, il faut comprendre ce que c'est que l'État pour avoir du respect pour le budget. Et il faut savoir que le budget dépend, la politique budgétaire dépend énormément de votre politique monétaire. Parce que le plus grand des ministres des Finances français, Colbert, disait: faites-moi de la bonne monnaie et je vous ferai de bonnes finances. Dans un pays où la politique monétaire est absente, où le système monétaire et financier est inexistant, vous ne pouvez pas avoir une politique budgétaire adéquate. Donc l'État doit se construire. Il doit se construire sur ses 2 jambes. Tenir compte de l'importance de la politique monétaire, de la politique budgétaire. Dotez-nous des instruments de politique monétaire et de politique budgétaire efficaces. Dotez-nous d'un système financier qui fonctionne. Parce que le budget, c'est la finance du pays. Dotez-nous d'un système financier efficace qui puisse s'asseoir correctement sur des bases monétaires non fissurées. Que nous puissions avoir un système bancaire efficace. Je parlais du Luxembourg, je termine par là, madame. Comment on peut comprendre qu'un petit pays de 2000 km² puisse avoir plus de 100 banques qui sont opérationnelles? 129 banques à peu près, je pense. Et que le Congo, si vaste, si grand, si patapouf, ne compte que sur 17 guichets bancaires à peu près, ou 17 agences qui fonctionnent péniblement, et aucune nationale, toute étrangère. C'est quel pays ça, qui vit du lait étranger? C'est un problème. C'est par là, mesdames et messieurs, que nous bouclons complètement cette émission. Je rappelle ici que nous avons reçu sur ce plateau l'expert en économie. Il s'agit là de M. Somoui qui nous a éclairci sur le budget et sur ce que l'État doit faire comme effort pour permettre à ce que son budget puisse être un budget valable, un budget qui répond aux attentes de la population. Par là, je dis merci à Jérès Mabeka, Jérémy Malemba, Bijunjon Djibateko, Hervé Kachama, Tonton Ebongo pour leur appui technique. Quant à moi, je ferai tour prochainement avec le même plaisir. Au revoir.